Second débat dans ce sens public consacré au conflit en Ukraine, à ces dizaines de tonnes de blé bloquées dans le port d'Odessa. Une arme pour Vladimir Poutine, une menace de famine pour certains pays, notamment dans le Maghreb, au Proche-Orient, et une carte diplomatique à jouer pour la Turquie, le pays qui se pose en médiateur. Marion Delpech. La crise du blé s'accélère. En visite hier à Ankara, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, réitère son engagement. Sécuriser les navires exportant les céréales, à condition que la marine ukrainienne démine les eaux alentours, mais sans fournir de mécanismes concrets. Nous sommes prêts à assurer la sécurité des navires qui quittent les ports ukrainiens et se dirigent vers les détroits. Nous sommes prêts à le faire en coopération avec nos collègues turcs. Alors que la Turquie, médiatrice, juge légitime la demande de lever les sanctions sur les exportations agricoles russes, l'Ukraine refuse de son côté de déminer le port d'Odessa pour permettre la reprise des exportations. Elle craint que les forces russes n'en profitent pour attaquer la ville et fait peser sur l'agression russe la pénurie de céréales. Nous avons équilibré et mis fin à leur discours selon lequel les sanctions sont responsables de la crise alimentaire. Nous avons communiqué activement, le président et moi-même, sur la véritable cause de cette crise, l'agression russe, pas les sanctions. Le blé reste donc otage de la guerre. 22 à 25 millions de tonnes sont aujourd'hui bloquées. 70 à 75 millions de tonnes pourraient l'être d'ici l'automne, selon le président ukrainien. Le secrétaire général de l'ONU alerte une fois de plus sur les conséquences du conflit. 3 mois après l'invasion russe de l'Ukraine, nous sommes confrontés à une nouvelle réalité. Pour ceux qui sont sur le terrain, chaque jour est synonyme de nouvelles effusions de sang et de souffrance. Et pour les populations du monde entier, la guerre, conjuguée aux autres crises, menace de déclencher une vague sans précédent de faim et de misère, laissant dans son sillage le chaos social et économique. Pour atténuer la crise, des efforts concrets doivent être faits pour garantir que les approvisionnements essentiels en nourriture et en énergie parviennent aux plus vulnérables, fait valoir l'ONU. Le chantage au blé, la situation militaire dans le Donbass, le rôle diplomatique d'Emmanuel Macron. Beaucoup de thèmes à aborder dans ce débat avec mes invités. Irina Dmitrichine, bonsoir, bienvenue. Vous êtes maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales, responsable des études ukrainiennes. Bertrand Badi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, professeur des universités en sciences politiques et en relations internationales à Sciences Po, auteur de Puissance mondialisée, repenser la sécurité internationale, livre publié aux éditions Odile Jacob. J'accueille également Christian Macarian. Bonsoir Christian, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé des questions internationales et chroniqueur international au Point. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Donc je commence par le blé. Irina Dmitrichine, la Turquie n'était pas à cette réunion, l'Ukraine n'était pas à cette réunion en Turquie. Est-ce que ça veut dire que dans votre pays d'origine, on n'en attendait rien de cette réunion? Ou est-ce qu'il y avait quand même l'attention des médias ou du public tourné vers Ankara? Je pense que la première question à se poser, est-ce que l'Ukraine a été invitée à cette réunion? Oui. Donc, on pourrait commencer par là. Je n'ai pas entendu du refus de la part de l'Ukraine. Ça veut dire que cette rencontre avait été conçue comme une rencontre bilatérale, sachant que l'Ukraine n'était qu'un des aspects. Il y a eu d'autres sujets qui avaient été discutés. Et donc, ceci explique peut-être cela. Oui, effectivement. Est-ce qu'on est plus, Bertrand Badi, dans une sorte de communication diplomatique plutôt qu'une vraie recherche de solutions? Je reste toujours sur cette rencontre d'Ankara. Oui, vous avez raison. La communication est devenue un aspect de plus en plus important, qui a toujours été, mais qui est de plus en plus important dans la gestion, si vous me permettez cette formule, de la conflictualité internationale. Tandis que, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est important pour notre analyse, la négociation dont tout le monde parle est quelque chose d'un peu obsolète. C'est-à-dire, regardez les guerres qui se sont succédées depuis 1945, elles ont rarement, presque jamais été arrêtées par une négociation. Regardez la Première et la Seconde Guerre mondiale qui n'ont abouti à aucune négociation. Pour retrouver de vraies négociations, il faudrait remonter à la guerre de Crimée, celle d'autrefois, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, au traité de Paris de 1856 ou au congrès de Vienne, cher à M. Kissinger, ce qui explique d'ailleurs probablement le dérapage qu'il a fait récemment à propos du Donbass. Ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que maintenant, arrêter la guerre renvoie plus à des phénomènes de pression qu'à des phénomènes de négociation. Et ça veut dire que donc la négociation est plus, j'allais dire, un spectacle, en tous les cas une ostentation,
qu'un véritable processus de solution. Il faut se placer dans ce nouveau décor pour peut-être réinterpréter tout cela. Ouais, et Christian Makarian, avec le rôle de la Turquie, qui est quand même un médiateur intéressé, on va dire ça comme ça. Plus qu'intéressé, puisqu'il a un pied dans chaque partie. Il a aidé considérablement l'Ukraine en lui fournissant des drones très performants, Bayraktar 2, qui ont infligé des pertes très sévères aux forces russes. Et puis l'autre pied de la Turquie se trouve clairement du côté de la Russie, puisque la Turquie discute avec la Russie de la situation de l'Ukraine, afin que, entre autres choses, elle a essayé à plusieurs reprises de jouer un rôle, cette Turquie, mais entre autres choses, afin que les céréales puissent sortir d'Ukraine. Mais ce que proposent les Turcs est quand même relativement hallucinant. Ils proposent que des convois maritimes quittent Odessa, que tout ça déminé avec l'appui de la marine turque, qui incontestablement sait faire cela. Donc déminer, ensuite ces navires chargés de céréales seraient acheminés jusque dans les détroits qui appartiennent légitimement à la Turquie, et puis la Turquie au total serait acheteuse en tête de ces céréales, sur lesquelles elle obtiendrait 25% de discount. Oui. Donc, si vous voulez... Elle négocie sa ristourne. Voilà, c'est comme... On a l'impression que la Turquie, à chaque étape dramatique et de cette crise absolument catastrophique, essaie de retirer les marrons du feu. Exemple, quand la Suède et la Finlande ont voulu rejoindre l'OTAN, la Turquie a essayé très vite de s'y opposer et d'y mettre son veto, en tant que membre de l'OTAN, pour... exiger que la Suède expulse les représentants du PKK qui sont réfugiés à Stockholm. À chaque étape, on dirait que la Turquie s'arrange pour profiter de la misère du monde, de la misère de l'Ukraine, pour essayer de retirer un petit profit, un petit pourboire. PKK, on rappelle, c'est le parti indépendantiste du Kurdistan. Oui, c'est le parti indépendantiste du Kurdistan. Voilà. Irina ? Sachant que derrière, il y a aussi Washington, parce qu'il y a eu Maduro qui a aussi été invité, il y a donc ce qui se passe en Syrie et le rôle que la Turquie veut jouer, donc c'était quand même un échiquier beaucoup plus important. Alors, il y a quand même eu une séquence assez passionnante aujourd'hui, lors de cette visite en Turquie du ministre des Affaires étrangères russe. Il a été interpellé par un journaliste ukrainien. Alors, malgré les multiples blocages du protocole, il a réussi à poser cette question. Voilà ce qu'il dit. À part les céréales, quels sont les biens que vous avez volés à l'Ukraine et à qui les avez-vous vendus? Voilà ce que répond Sergueï Lavrov. Vous, les Ukrainiens, vous êtes toujours préoccupés par ce que vous pouvez voler et vous pensez que c'est comme ça que tout le monde pense. Nous avons expliqué aujourd'hui que les céréales peuvent être exploitées librement vers leur destination. Il n'y a aucun obstacle de la part de la Russie. Une seule chose est nécessaire, c'est l'ordre de M. Zelensky, s'il peut encore décider quoi que ce soit, d'autoriser les navires étrangers et même ukrainiens à entrer dans la mer Noire. Irina Dmitrichine, c'est assez conforme à la propagande, on va dire, de Vladimir Poutine et de ses lieutenants depuis le début. C'est-à-dire qu'ils utilisent le mensonge et ils accusent leurs adversaires de ce qu'ils font eux-mêmes. C'est vraiment, on l'a retrouvé plusieurs fois depuis le début de ce conflit. Et il fallait voir vraiment la séquence en vrai, parce que d'abord il a arboré un sourire vraiment carnassier, mais en essayant de déstabiliser bien sûr ce journaliste ukrainien. Et on a quand même tous vu aussi bien ces images de blé, donc les bateaux ont été suivis, donc on sait qu'il y a eu des tentatives de les vendre à l'Égypte, au Liban, etc. On a vu aussi, la télévision russe l'a montré, tout ce qui avait été amené d'Azovstal, ces énormes bobines d'acier qui ont été chargées direction Russie. Donc les preuves s'accumulent, et je ne parle pas de tous les pillages qui ont été commis par l'armée russe. Et malgré tout, il n'a sans vergogne, il retourne l'argument et prétend que la Russie est dans son bon droit et qu'il n'y a rien à voir. Oui, juste un mot sur Sergueï Lavrov, Christian Makarian. C'est quoi, l'un des plus vieux compagnons de route, si je peux employer cette formule de Vladimir Poutine? Oui, il est depuis le début des années 2000 ministre des Affaires étrangères, 2004 je crois, de mémoire, ça fait quand même un petit moment. Ça a été un diplomate extrêmement brillant. Je parle au passé. On l'appelait parfois diplomator. C'était vraiment le Goldorak de la diplomatie. Il impressionne tout le monde, il parle très bien anglais. Et quiconque a pu le rencontrer ne peut qu'être impressionné par sa connaissance extraordinaire des dossiers, etc. Mais sur la question ukrainienne,
c'est un autre homme. On a l'impression que c'est un perroquet qui répète ce qu'on lui a dit de dire. Ce n'est pas nécessairement sa première spécialité, l'Ukraine. C'est plutôt, encore une fois, le vaste monde. Et là, on a vu une autre face d'un Lavrov, suppôt du régime, en quelque sorte, qui s'est un peu déprécié. D'ailleurs, il a subi une décote dans l'entourage de Poutine. Il n'a plus la cote qu'il avait. Donc, est-ce qu'il essaie de se racheter, de se maintenir en essayant de reproduire la voix de son maître? C'est possible. Toujours est-il qu'il ne pourrait pas, soyons honnêtes, procéder autrement. Il ne pourrait pas faire autre chose que ce qu'il fait dans ce régime-là. Bertrand Badi, pour caractériser ce conflit, vous parlez d'une guerre mondialisée. Oui. Pourquoi ? Alors, d'abord pour distinguer de guerre mondiale. Vous savez, il y a en ce moment cette tendance de dire c'est la troisième guerre mondiale, c'est le retour de la guerre, c'est le retour de la guerre froide. On ne retourne jamais en histoire. Et il faut voir la particularité de ce conflit par rapport, d'abord, à tous ces conflits qui se sont succédés depuis 1945 et par rapport justement aux deux guerres mondiales. Quelle est la différence essentielle? C'est que non seulement cette guerre s'inscrit dans un contexte nouveau qui est celui de la mondialisation, mais il se caractérise par une surutilisation de toutes les ressources que la mondialisation peut apporter aux partenaires. Et notamment le mode de participation des États occidentaux à cette guerre est tout à fait intéressant. Dès le début, enfin même avant le début, le président des États-Unis, Joe Biden, a affirmé qu'il n'était pas question d'aller se battre en Ukraine. Mais en même temps, on a vu se constituer une sorte de pression tout à fait inédite dans l'histoire des relations internationales, qui consistait à dire à l'agresseur, à la Russie, si tu ne te tiens pas tranquille, on te vire du monde. Ce qui est un langage tout à fait nouveau, peut-être la nouvelle arme de dissuasion, on verra en fonction des résultats de cette politique, qui se traduit par une exclusion de l'économie mondiale, mais pas seulement une exclusion de l'économie mondiale. C'est pas seulement une guerre économique, c'est une guerre mondialisée, ça veut dire exclue de la culture, du sport, des médias, du tourisme, de tous les échanges possibles et imaginables. Alors évidemment, cette tonalité nouvelle est une inconnue absolue. Est-ce que ça va avoir un effet? Est-ce que ça va faire long feu? On ne le sait pas pour l'instant pour une bonne raison. C'est que le propre de ce type de stratégie, c'est que son effet n'est perceptible qu'à moyen ou long terme, et pas à court terme. Vous dites exclu du monde ou exclu du monde occidental? Parce qu'on a quand même vu depuis le début de ce conflit que la Russie gardait quelques soutiens. Vous avez raison de poser cette question parce que le problème de l'exclusion est que ça marche si elle est véritablement systémique. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y ait pas de possibilité de contournement ou de fuite, si vous voulez. Et là, on voit que les fuites, entre guillemets, sont nombreuses du côté de l'Inde, du côté de la Chine, du côté des pays arabes, peut-être aussi du côté d'un nouveau Sud dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais je dirais l'essentiel n'est peut-être pas là, parce que ce qui est intéressant dans une guerre mondialisée, c'est le mécanisme systémique qui se met en marche, c'est-à-dire la caractéristique inédite de ce conflit, c'est qu'il touche tout le monde, y compris ceux qui n'y sont pour rien et ceux qui sont totalement à l'extérieur. Par leurs conséquences économiques, par la déstabilisation des circuits de logistique, etc. J'étais en Afrique récemment, et ce que j'entendais dire en Afrique, c'est nous, on est complètement extérieurs à ce conflit, mais c'est nous qui allons payer la facture. Donc, il se crée un jeu systémique pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est qu'effectivement, tout le monde risque d'être étranglé dans cette affaire. Le meilleur, c'est que, malgré tout, cela crée une pression très forte sur les acteurs et principalement sur les Et c'est ce jeu-là qui permet de dire que la partie est loin d'être terminée, parce que la Russie utilise énormément le contre-coup, par exemple, qui s'exerce sur l'Afrique, pour essayer de monter une véritable opinion internationale anti-occidentale. Et ça va être un vrai problème pour les Occidentaux si l'inflation continue à faire ses ravages, si la pénurie de matières premières et l'explosion des cours des matières premières se poursuit, également l'explosion des coûts de l'énergie, alors on va avoir beaucoup de mal à justifier
qu'on investisse encore en Ukraine et qu'on envoie autant d'armements, puisque la Russie dira ce qu'elle est en train d'essayer de dire. Si vous voulez récupérer du blé, il faut demander aux Occidentaux qu'ils arrêtent d'aider l'Ukraine. C'est scandaleux. Oui, mais les Occidentaux répondront, vous n'aviez pas qu'à rentrer en Ukraine et à déclencher la guerre. Enfin, vous voyez, après, c'est quand on est extérieur. Oui, mais on va mettre dans la balance, dans les deux plateaux de balance, deux choses différentes. D'un côté, la famine de l'Afrique, de l'autre, des principes de droit et de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si vous mettez dans un plateau la famine de l'Afrique et dans l'autre la liberté d'un peuple à disposer de lui-même, et la balance va pencher dans la réaction de l'opinion publique, notamment. Et ça indique quelque chose de tout à fait important, c'est que rien ne peut être décidé tout seul. C'est-à-dire, tout est interactif. L'affaire des céréales est tout à fait remarquable. Tout le monde dit, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour dénouer la question céréalière, ce n'est pas l'initiative d'un des partenaires qu'il faut suivre, c'est la guerre qu'il faut arrêter. C'est la guerre qui est véritablement à l'origine de tout ça, parce que c'est la guerre qui fait monter le prix de l'énergie, c'est la guerre qui désorganise complètement les échanges mondiaux, c'est la guerre qui crée des attitudes protectionnistes dans les économies, par exemple l'Inde qui ferme ses exportations de céréales. Donc vous voyez, c'est ça une guerre mondialisée, c'est un phénomène systémique qui n'a plus rien à voir avec cette vieille image qui nous a dominés pendant des siècles et des siècles, donnée par le philosophe anglais Hobbes au XVIIe siècle. Les États sont entre eux comme des gladiateurs. Non, ce ne sont plus des gladiateurs. C'est une sorte de mécanique globale qui... impacté, Exactement. Alors, deuxième thème dans notre débat, la situation militaire, les violents combats autour de la ville de Severodonetsk, le sort du Donbass se joue là-bas. C'est ce que disait le président ukrainien hier. Au 105e jour de la guerre totale, Severodonetsk reste l'épicentre de la confrontation dans le Donbass. Nous défendons nos positions, infligeant des pertes significatives à l'ennemi. C'est une bataille très féroce, très difficile. Probablement l'une des plus difficiles de cette guerre. Je suis reconnaissant à tous ceux qui défendent cette direction. À bien des égards, le sort de notre Donbass se joue ici. Irina Dmitrichine, que représente cette ville, Severodonetsk, en Ukraine? Et puis, quelles informations vous avez, vous, de la situation sur place? Eh bien, on la défend parce que chaque défaite est lourde de conséquences, tout en sachant que ce n'est pas la principale ville du Donbass. Et pour l'instant, elle concentre beaucoup de troupes et donc on essaie de la garder. Mais c'est quand même un promontoire qui sort. Et donc, si la ville tombe, les Ukrainiens pourront se retirer. Donc, pour l'instant, on essaie tout simplement de ne rien céder, tout en sachant que c'est une ville quand même qui est détruite déjà, tout comme Mariupol à plus de 80%, que le gouverneur de la région dit que les bombardements sont constants et que c'est vraiment de gauche à droite, de droite à gauche. Donc il y a vraiment un tapissage. Et ensuite, c'est les troupes qui montent à l'assaut. Et donc, s'ils sont repoussés, les bombardements reprennent pour justement ne pas permettre aux Ukrainiens d'avoir des positions retranchées pour défendre la ville. Parce que pour les Russes, maintenant, c'est que l'avancée qui compte, peu importe les dégâts. Ouais. Christian Macarian, l'Ukraine qui réclame des armes lourdes, longue portée. Alors, pour bien comprendre, qu'est-ce que ça pourrait changer? Pourquoi ça pourrait éventuellement inverser le cours de cette part du conflit? Parce que les Russes appliquent une tactique militaire très destructrice qui consiste à encercler les villes, un cercle assez lointain d'une vingtaine de kilomètres, à pilonner et à utiliser par adjonction l'artillerie et les bombardements militaires aériens, notamment parce qu'ils ont une supériorité avec des bombardiers très performants que même les forces occidentales n'ont pas. Donc, ensuite, ce cercle se rapproche de la ville et détruit la ville. Il ne s'agit même pas de prendre des positions ou de prendre des risques, il s'agit de raser. Et dans ce cadre-là, la contre-réponse, c'est évidemment de l'artillerie et des missiles et des batteries antimissiles. Donc les Ukrainiens sont légitimes à réclamer cette aide-là. Simplement,
cette aide-là, si elle dépasse une certaine portée, par exemple les fameuses batteries de lance-roquettes HIMARS américaines, peuvent, dans une version, atteindre 300 km, et dans la version que vont livrer les Américains, c'est limité à 80 km. Mais les Ukrainiens souhaitent que ça puisse aller le plus loin possible. Mais ce n'est pas le calcul des Américains qui craignent que la longue portée finisse sur le territoire russe. Et alors là, on entrerait dans une autre phase encore plus complexe, c'est-à-dire une déclaration de guerre à la Russie. Il ne faut surtout pas que ça arrive. Donc la Russie avance, pas à pas, mais de façon absolument effroyable, c'est-à-dire en rasant tout. La prochaine étape, si Severodonetsk tombe, ou Lysychansk juste après, ce qui est quand même du domaine du possible, si ce n'est du probable. Après, c'est Kramatorsk, et ensuite les Russes descendront au sud, et ils auront fermé la nasse, pris environ 100% de l'oblast de Luhansk, et ils s'apprendront ensuite à l'oblast de Donetsk, plus au sud. Après quoi, leur objectif sera atteint. Peut-être qu'à partir de là, c'est peut-être ça le point qu'ils recherchent. On pourra parler de négociations. Alors justement. Mais justement, l'idée des Occidentaux, c'est d'aider les Ukrainiens à arriver à la table des négociations dans la position la moins défavorable possible. Ouais. Alors justement, Bertrand Badi, est-ce que c'est ça finalement la sortie de guerre, ce qui est horrible pour les Ukrainiens, c'est-à-dire renoncer au Donbass, quoi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je ne vois pas un marchandage autour d'un tapis vert. Franchement, cela ne me semble correspondre ni à ce que sont devenues les relations internationales et les relations conflictuelles, ni surtout à l'état de la société ukrainienne. Et là, ça me permet quand même de dire une chose, c'est que, clairement, Poutine a perdu l'une des trois guerres. Il y a la guerre militaire, si vous me permettez cette quasi-tautologie, la guerre sociale et la guerre économique, ou cette guerre de mondialisation dont on parlait tout à l'heure. Poutine a perdu la première guerre déjà, c'est-à-dire tout le monde s'attendait le 24 février à ce que Kiev 2022 ressemblât à Prague août 1968, avec une entrée facile des chars soviétiques à l'époque et russes aujourd'hui dans la capitale félonne, entre guillemets. Bon, ça c'est terminé. Donc il a quand même besoin, à tout prix, de montrer qu'il n'a pas totalement perdu sur le terrain, et donc il lui est facile de changer sa rhétorique et de dire « nous voulions dénazifier » entre guillemets, le Donbass, nous y avons réussi, nous le contrôlons, nous l'avons libéré. Et donc il s'arrêterait de lui-même, d'une certaine façon. Mais je ne sais pas. Le problème, c'est que je sais bien que personne ne sait. Que quand on prétend savoir, c'est que soit on est cartomancienne, ce qui est parfaitement légitime, mais ce n'est pas mon cas, on ne sait pas. Mais c'est une option, c'est un scénario, effectivement, d'arrêter, ce qui, dans ce cas-là, d'une part, priverait d'une négociation, mais ne mettrait pas fin à la guerre, parce que de même que l'annexion de la Crimée n'a pas interrompu ce long processus dans lequel l'Ukraine est engagée dans la guerre. Simplement, on serait dans un scénario de pause, c'est-à-dire une sorte d'armistice sur des lignes de front, et puis ensuite, il adviendra ce qui pourra. Il faut quand même, et c'est là que intervient ma deuxième guerre, qui est la guerre sociale, voir que l'une des grandes surprises désagréables pour un dictateur, mais un dictateur ne sait pas penser à cela, c'est la résistance des sociétés. Pour un dictateur, la société n'existe pas. Il y a la force qui écrase, qui vous entrave. Là, la société ukrainienne a diablement existé, au sens vraiment le plus fort du terme. Ce qui veut dire que cette société a payé un prix très élevé. Franchement, je vois mal comment, dans ce contexte, elle pourrait dire « bon, d'accord, on arrête en vous lâchant la Crimée, le Donbass, le Mykolaïev et peut-être même Mariupol, etc. » Donc, nous sommes, je pense, davantage dans une phase de démonstration, c'est-à-dire, vous voyez, je n'ai pas du tout perdu, vous voyez, j'ai quand même gagné quelque chose, et en même temps, et je rejoins ce que disait Christian Macarian il y a un instant, une phase de dissuasion, c'est-à-dire la société résiste, je vais leur montrer ce que ça coûte de résister, et la destruction devient une nouvelle arme. C'est la destruction pour détruire, décourager, dissuader, démoraliser. Un dernier mot là-dessus, Irina, et puis ensuite on passera à la diplomatie française et à Emmanuel Macron, mais effectivement
si le Donbass tombe, ça ne veut pas dire pour autant que l'Ukraine va y renoncer, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, mais surtout qu'il n'y a plus que le Donbass, il y a aussi le sud, tout le sud, toutes ces villes de Kherson, Mykolaiv, donc Melitopol, pardon, qui ont été prises et où on fait maintenant une russification à marche forcée, l'introduction du rouble, les écoles, tout le système qui repasse donc aux normes russes. On parle de l'organisation d'une sorte de référendum ou une façon de rattacher ces territoires à la Russie et qui ne serait pas le Donbass mais qui serait rattaché d'une autre manière administrative, peut-être avec la Crimée. Donc on ne peut plus parler que du Donbass. Il y a quand même déjà, ça a largement débordé ces régions-là. On va parler de diplomatie encore avec le rôle de la France. Donc Laetitia, question qui revient souvent. Quand Emmanuel Macron ira-t-il à Kiev? L'invitation du président Zelensky, elle remonte au mois d'avril. En tout cas, avril, c'est le moment où Volodymyr Zelensky donne cette interview à CNN où il dit « Oui, j'ai invité le président français à venir à Kiev. Il a une bonne raison de cette invitation. » Il dit lui-même, pour qu'il vienne constater qu'il ne s'agit pas d'une guerre, mais bien d'un génocide. Et vous le savez, Emmanuel Macron a refusé ensuite d'employer ce mot génocide. Et puis, on a questionné, les journalistes français, à plusieurs reprises, Emmanuel Macron pour savoir quand, est-ce qu'il avait une date, est-ce qu'il savait quand il irait à Kiev. Alors, la dernière fois qu'on lui a posé la question, c'était la semaine dernière. Et puis, il a répondu en marge de son déplacement à Cherbourg. En temps utile, dans les conditions utiles, je ferai ce déplacement. Mais le plus important, c'est surtout d'être là, de prendre les bonnes décisions. C'est ce que nous faisons. Pourquoi n'y va-t-il pas ? On a l'impression que le président français est toujours resté sur cette réponse en temps utile, j'irais en temps voulu, mais ce n'est pas vraiment exact parce qu'au départ, il a justifié le fait qu'il reste en France parce qu'il y avait la campagne présidentielle et puis ensuite l'élection présidentielle. Et le 15 mars, il a répondu à des réfugiés ukrainiens en disant qu'il n'excluait rien, mais qu'il a dit qu'il le ferait quand il considérera qu'il peut y avoir un résultat utile et tangible. Et c'est bien cela, Thomas. Il veut y aller quand il aura quelque chose à dire, à faire, en tout cas pour essayer de peser sur le cours de la guerre. Pour l'instant, il n'y a rien à faire, donc il reste en France. Oui, et on peut dire que le temps presse parce que la présidence française tournante du Conseil de l'Union européenne, elle se termine là, dans quelques jours, à la fin du mois de juin. Oui, et il sait qu'il a tout intérêt à y aller avec cette casquette-là. Pourquoi ? Parce que dès 2017, il s'est présenté lui-même comme le nouveau leader européen de cette Europe politique. Et il sait aussi que les opinions publiques ont vu d'autres hauts dignitaires défiler. Le Premier ministre Boris Johnson, Ursula von der Leyen, je vais y arriver, la présidente de la Commission européenne. Et puis côté français, il y a quand même Catherine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, qui est partie la semaine dernière. Elle a visité Boutcha, ensuite elle a rencontré Volodymyr Zelensky à Kiev. C'était le jour de la mort de notre confrère de BFM TV. Donc oui, il y a constamment des personnalités du monde occidental qui se rendent à Kiev. Oui, il y a d'autres personnalités politiques françaises qui s'apprêtent à y aller d'ailleurs. Oui, mardi, Gérard Larcher, le président du Sénat, qui recevait le président du Parlement ukrainien, a dit « J'irai ». Quand je vais me rendre en Ukraine, c'est pas simplement pour aller faire un tour, c'est pour être utile. Naturellement, je rendrai compte au président de la République, avant et après, parce que je pense qu'il y a des moments où la France doit parler d'une voix, et que c'est la responsabilité de parler d'une voix. Mais cette voix peut être une voix aussi qui est une voix forte, une voix qui insiste. C'est important cette notion de voix parce que Emmanuel Macron, dans son équation, il y a quand même une donnée qui est fondamentale, c'est qu'il veut et il a décidé de maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine, ce lien diplomatique qu'il ne cesse de brandir comme peut-être un rempart à une guerre totale. C'est ce qu'on entend dans l'argumentaire d'Emmanuel Macron. Il sait aussi qu'il ne veut absolument pas entrer dans l'escalade des mots. Donc il a refusé de reprendre génocide, il a refusé de reprendre les thèmes de Joe Biden, boucher, dictateur concernant Vladimir Poutine. Et donc pour le moment, il tente de baliser son futur déplacement. Pourquoi ? Pour ne pas que Vladimir Poutine l'interprète comme une offense et comme une possible entrée en guerre de la France. Ouais, Christian Macarian, merci Laetitia, comment vous analysez ce refus d'Emmanuel Macron pour l'instant d'y aller ? Alors, il y a plusieurs lignes de lecture. D'abord, Emmanuel Macron a pris la tête d'un groupe de pays qui sont leaders au sein de l'Union européenne, à savoir 3 pays principalement, l'Allemagne et l'Italie. La France n'est pas seule.
et je crois que beaucoup de Français n'en sont pas nécessairement très conscients, l'Allemagne a exactement la même position, et Rome, l'Italie aussi. Donc il y a une fracture entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. C'est incontestable. La Pologne, la République tchèque, surtout la Slovaquie, la Roumanie par peur légitime, la Bulgarie par crainte légitime, sont sur une position beaucoup plus dure vis-à-vis de la Russie et beaucoup plus supportive, comme on dit en anglais, vis-à-vis de l'Ukraine. C'est clair et net. L'Europe occidentale est sur une autre ligne. Ensuite, il y a le problème de la position américaine. Il y a eu des outrances verbales américaines. À un moment, Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, qui s'est rendu sur place, et ensuite en Allemagne, sur la base de Ramstein, a dit qu'il fallait que la Russie enregistre une telle défaite qu'elle n'ait plus envie de recommencer ce qu'elle a fait en Ukraine. Alors là, ça a été immédiatement nié par la Maison-Blanche et corrigé, mais enfin quand même, il l'a prononcé, ces paroles-là. Donc il y a une espèce de ligne de crête que les Français, les Allemands et les Italiens ne veulent pas franchir. Et puis enfin, Emmanuel Macron représente le classicisme français vis-à-vis de la Russie. Jacques Chirac avait une phrase sur la Russie: il ne faut pas humilier la Russie, il ne faut pas humilier la Russie. Comme par hasard, Emmanuel Macron a repris la même, un peu plus raffinée, mais quand même, il a dit, Emmanuel Macron, il ne faut pas humilier la Russie, car lorsque les combats cesseront, il faudra trouver un chemin de sortie de crise. C'est un peu plus fin que « il ne faut pas humilier la Russie », mais enfin, il a quand même dit aussi « il ne faut pas humilier la Russie ». Donc, quelle est la position de la France et celle de Macron? C'est un peu le « en même temps » appliqué aux affaires étrangères. Il faut aider les Ukrainiens autant que nous le pouvons afin qu'ils arrivent dans la meilleure position le jour des négociations. La meilleure position. Mais il ne faut pas pour autant, il faut être très conscient que c'est avec la Russie qu'il faudra traiter au final. Donc on vise le stade final. C'est dans la phase intermédiaire, en revanche, que la position est très difficile. Donc ça explique, à mon avis, pourquoi Emmanuel Macron ne s'est pas rendu encore à Kiev, parce qu'à Kiev, expliquer tout cela, c'est un peu complexe. Ça va être très décevant pour M. Zelensky et pour les Ukrainiens, et il ne veut pas le décevoir. Et un dernier point, je tiens beaucoup à ça, très bref, c'est qu'Emmanuel Macron a un projet européen qui est quand même... il a fait des promesses à la Serbie, notamment à d'autres pays, dans l'ordre d'entrée dans l'Union européenne, et l'Ukraine vient derrière. Et la France a eu des phrases très blessantes pour les Ukrainiens, je reconnais, mais des phrases quand même cohérentes. Sur le fait que l'Ukraine devait, hélas, attendre encore avant d'entrer dans l'Union européenne. Et si vous voulez, ça fait que c'est difficile d'aller à Kiev pour bien compris. Expliquer cela. Bertrand Badi, en quelques mots, c'est la conclusion de ce débat. Cette stratégie française, moi, ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'est pourquoi, effectivement, ce que disait Laetitia, la présidence tournante de l'Union européenne, c'était quand même une fenêtre de légitimité pour y aller au nom de l'Europe. Oui, encore faut-il que l'Europe soit véritablement unie. Et je prolonge ce que disait Christian Macarian il y a un instant. On entend dire couramment, c'est formidable, on a un coup de baguette magique, l'OTAN est ressuscité, l'Union européenne est unie. C'est pas vrai, ni dans un cas, ni dans l'autre. Il y a au contraire des clivages extrêmement forts. Et il faut voir sur quel ton, en Varsovie, on parle de la présidence française pour bien le comprendre. Donc, je dirais même que Macron n'est pas dans la position de Sarkozy, qui présidait aussi l'Union européenne lors du conflit géorgien, nous sommes en 2008, et où là, il pouvait porter un consensus européen. Il y a ça qui joue. Il y a d'autres éléments. Vous savez, alors, la France, c'est deux choses en même temps. C'est savoir faire cavalier seul pour garder son rang. C'est-à-dire, il y a cette idée typique de la culture diplomatique française, il faut avoir une position solitaire pour garder son rang et la raison d'être de son siège de membre permanent du Conseil de sécurité. Merci. Il ne faut surtout pas ressembler aux autres. Mais il y a aussi ce rêve de tout régler et d'être effectivement... Je dois vous interrompre, malheureusement, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est l'heure de notre Flash Info en langue ukrainienne et j'appelle... Steve Jourdain à nous rejoindre de nouveau. Rebonsoir Steve. On commence ce journal de l'Ukraine avec la visite du président du Parlement ukrainien
au Sénat. Oui, le président de la Rada était reçu ce mardi au Sénat, 2 mois après l'intervention de Volodymyr Zelensky devant les parlementaires français. L'entretien entre les deux hommes a duré 2 heures. Il a porté sur les attaques russes, sur les négociations de paix ou encore sur l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Голова Верховної Ради відвідав Сенат у вівторок, через 2 місяці після виступу президента Володимира Зеленського перед французькими обранцями. Зустріч між Русланом Стефанчуком та Жераром Ларше тривала 2 години, і розмова точилася навколо російської агресії, мирних переговорів, а також інтеграції України до Європейського Союзу. Et en ce qui concerne l'Union européenne, Gérard Larcher a affiché son soutien à la candidature de l'Ukraine, une candidature qui a été déposée au mois d'avril et qui sera examinée les 23 et 24 juin prochains à l'occasion d'un sommet européen. Що стосується Європейського Союзу, Жерар Ларше заявив про свою підтримку кандидатури України, яка була подана у квітні і яка буде розглянута з нагоди Європейського саміту 23 і 24 червня. Україна вписала літерами крові умови, необхідні для набуття статуту кандидата. ЄС не має права відвернутися від України, відмовивши їй у цьому статуті. Моя позиція абсолютно чіткою у цьому питанні. Et le président du Sénat qui a aussi annoncé qu'il allait se rendre à Kiev. Pas de date précise concernant ce déplacement de Gérard Larcher. Ce qu'on sait, c'est qu'il devrait durer plusieurs jours. Президент Сенату також оголосив про свій намір відвідати Київ. Точна дата не визначена, але ми знаємо, що візит триватиме кілька днів. Une initiative de plus à signaler pour les réfugiés ukrainiens à Lyon. Oui, la ville continue de se mobiliser. Un gymnase transformé en centre d'hébergement a rouvert ses portes cette semaine. Il s'agit du gymnase Bellecombe, situé dans le 6e arrondissement de la ville. Спортивна школа, перетворена у центр для біженців, знову відкрила свої двері цього тижня. Йдеться про школу Бельком, що знаходиться у 6-й окрузі міста. Depuis le début du conflit, ce gymnase qui compte 140 lits a enregistré plus de 7000 nuitées. Au total, la municipalité lyonnaise a déployé 150 agents pour y assurer l'accueil des réfugiés. Від початку конфлікту у школі на 140 ліжок зареєстровано більше 7 тисяч ночівель. Всього місто Лyon мобілізувало 150 працівників для організації роботи з біженцями. Et puis à Paris, une initiative à la destination des start-up ukrainiennes. Oui, si vous venez d'arriver d'Ukraine et que vous travaillez pour une start-up, eh bien, un poste de travail vous attend à Paris. Une entreprise a décidé de mettre à disposition ses locaux pour accueillir les réfugiés qui bossent dans la tech. Il s'agit de l'entreprise Liberté Living Lab. Ces bureaux sont situés en plein cœur de Paris. Ils sont mis à disposition à titre gratuit. Якщо ви щойно приїхали з України і працювали у стартапі, на вас чекає нове місце роботи. Підприємство вирішило надати приміщення для того, щоб прийняти біженців, які працювали у ТЕК. Йдеться про підприємство Liberté Living Lab. Його офіс знаходиться у центрі Парижа і надається безкоштовно. On termine avec les élections législatives. On vote aussi en Ukraine pour envoyer des députés à l'Assemblée nationale en France. Oui, les Français qui vivent à l'étranger ont voté la semaine dernière. C'était le cas des Français de la 11e circonscription qui comprend notamment l'Ukraine et la Russie. En Ukraine, il n'était que 33 à Kiev sur un peu plus de 400 inscrits à effectivement avoir déposé un bulletin dans l'urne. Je termine en disant que c'était la députée sortante LREM Ensemble qui est arrivée en tête. Anne Gente. Au deuxième tour, elle sera opposée au candidat communiste de la NUP, Dominique Vidal. Так, французи, що проживають за кордоном, голосували минулого тижня. А отже, французи у 11-й дільниці, до якої належать Україна і Росія. У цій дільниці у першому турі виграла неявка. Всього 33 французи з більше ніж 400 зареєстрованих проголосували у Києві. Голосування вивело на перше місце депутата правлячої партії Ан Женети. У другому турі вона боротиметься проти кандидата-комуніста з об'єднання НЮП Домініка Відаля. La candidate. Merci beaucoup à tous. Merci Irina pour la traduction. Merci Steve pour ce flash d'infos à destination des réfugiés ukrainiens.